Sortie pédagogique à Bamako. Journal parlé présenté par les étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, spécialité radio. Il est 15h, Djeneba Diallo à la présentation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de la sortie pédagogique de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Au sommaire de ce journal, l'hivernage s'annonce avec ses grandes pluies comme celle d'hier. Nous en parlerons longuement dans cette édition. Nos reporters Ndeye Mariam Diop évoquent les inquiétudes des inondations. Aboubakar Warma évoque les dispositions d'anticipation. Une page sport pour clore avec les maladies des saisons pluvieuses. Coopération Mali-Chine avec un don aux enfants de la pouponnière. Ce don va s'aimer la joie dans le cœur des enfants en situation difficile. Les jeunes à l'assaut de la vie associative, notre reporter Amadou Sadio Kamara s'est penché sur le phénomène. Le mariage consanguin, c'est-à-dire entre proches parents, quelles conséquences héréditaires en matière de santé? C'est le dossier de Kumbabori. Sport, football, le nouveau visage du championnat de football malien dans ce journal. Le professionnalisme, une exigence des instances internationales de football. Le développement juste après le jungle. Au Mali, chaque hivernage réveille les mêmes inquiétudes. Inondations dans les quartiers, familles déplacées, routes très abîmées, écoles occupées, production agricole détruite. Et si l'eau est un bienfait, elle devient fléau lorsqu'on n'est pas prêt. C'est l'analyse de Ndeye Mariam Diop. Quand la saison des pluies arrive, l'espoir germe dans le monde rural. Mais l'angoisse refait surface dans les zones vulnérables, inondables. L'hivernage dernier a laissé des cicatrices visibles à Bamako, Kay, Sikasso ou encore à Ségou. Les pluies torrentielles ont englouti maisons, routes, écoles et emporté des vies. De juin à novembre 2024, on a compté plus de 200 cas d'inondation, 38 000 effondrements d'habitations, 350 000 sinistrés. Environ 200 blessés et 84 décès. Ces estimations officielles sont de la coordination des structures en charge des questions humanitaires et des catastrophes. Météo Mali avait pourtant prévu l'abondance de pluie, mais la situation a largement dépassé ce que l'on pouvait imaginer. Dans les campagnes, des hectares de champs ont été noyés, réduisant à néant les efforts des paysans, compromettant la sécurité alimentaire. Résultat, plus de 700 000 tonnes de céréales détruites, d'après le Programme alimentaire des Nations Unies. Des centaines de classes transformées en abris pour sinistrés, entraînant ainsi le report de la rentrée scolaire d'octobre à novembre 2024. Bamako ne doit pas oublier que des familles entières se sont retrouvées sans abri, piégées par des ruelles transformées en rivières boueuses. Selon la Direction générale de la protection civile, plus de 15 000 personnes ont été touchées par les inondations. Des quartiers comme Sotuba, Djikoloni, Bankoni, Moussabougou, Djelibougou, pour ne citer que ceux-là, ont payé un prix fort de ces intempéries. Mais à qui la faute justement? D'aucuns parlent de manque d'anticipation des autorités municipales ou du gouvernement, mais jetons un regard de vérité sur nos propres comportements. Mauvaise planification urbaine, caniveaux bouchés par toutes sortes de déchets,
constructions anarchiques dans les lits du fleuve et dans les divers passages d'eau. Or, c'est bien connu de tous, l'eau suit toujours son cours. La pluie, on ne l'arrête pas, mais ses conséquences, si. Préparer l'hivernage, c'est sauver des vies. La saison des pluies ne devrait jamais être une saison de larmes. Les inondations menacent à nouveau Bamako après celles de l'hivernage dernier qui ont durement frappé le pays. Des opérations de dégagement des voies d'écoulement des eaux ont été lancées dans plusieurs quartiers, mais elles ne rassurent toujours pas les populations face aux risques à venir. Le reportage de Aboubakar Ouarma. À peine les douleurs causées par les inondations de l'hivernage passé oubliées, voilà que la saison des pluies frappe déjà aux portes. Et le constat est amer. Une pluie de faible intensité suffit désormais à provoquer des inondations en raison de plusieurs facteurs, dont l'étroitesse des caniveaux et leur mauvais entretien. Pour prévenir les pires, les autorités municipales ont entamé quelques actions préventives, affirme Abdina Karambe, chef de division de l'administration générale de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Le ministère en charge du transport qui est en train d'entreprendre ces travaux, des collecteurs, c'est-à-dire des grands caniveaux qui ne relèvent pas de la mairie mais plutôt du district. Parallèlement à ça, la mairie aussi a un programme de curage des caniveaux communaux. Ce qui concerne la commune 4, nous privilégions les initiatives citoyennes par quartier. Il y a des jeunes, des femmes qui sont organisés en association, qui font le curage des caniveaux. Ils demandent à la mairie l'accompagnement, nous leur donnons le matériel d'assainissement. Voilà, dès qu'ils enlèvent, la mairie prend ses bennes pour aller ramasser. Les activités de curage peinent encore à s'achever plus de 4 mois après le début de leur lancement, d'où les inquiétudes de Abdoulaye Guiré, habitant de Bakosi-Kroni. Malheureusement, depuis le début de l'hivernage, la situation des caniveaux et collecteurs dans notre quartier est très préoccupante. En effet, les travaux d'entretien ont bien été annoncés il y a plusieurs mois de cela, mais ils se sont arrêtés brusquement, sans aucune explication. Et du coup, les caniveaux sont toujours encombrés de déchets, de sable, de débouts. Dès qu'il pleut modérément, les eaux ne peuvent plus s'écouler à cause des caniveaux bouchés. Les rues et parfois même les maisons se retrouvent inondées, endommageant les biens et rendant la circulation impossible. Il y a aussi des problèmes sanitaires. Les eaux stagnantes deviennent des nids à moustiques, ce qui augmente les risques de maladies comme le paludisme, la dengue, etc. Moustapha Koumaré, boutiquier au quartier Golf, déplore quant à lui le non-achèvement des travaux qui compliquent l'accès à sa boutique. Quand ils cassaient les caniveaux, nous pensions que la reconstruction suivrait. Mais, hélas, cela n'a pas été le cas. Maintenant, cela nous cause beaucoup de problèmes. Les devantures de nos boutiques sont toutes détruites, ce qui complique l'accès pour les clients. Malgré la volonté affichée des autorités à répondre efficacement à ces préoccupations, les limites sont réelles, admet Abdina Karambe, chef de division de l'administration générale de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Nous avons énormément de difficultés, notamment liées au matériel d'assainissement. Les matériels roulants, nous n'avons pas assez. Le budget alloué à l'assainissement au niveau des communes est très faible. Rappelons que les inondations de l'hivernage passé ont été particulièrement dévastatrices, causant d'importantes pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Tout doit être mis en œuvre pour éviter de nouveaux drames et désagréments. À présent, parlons de santé dans ce journal. C'est la saison des pluies, période propice aux maladies, notamment le paludisme, la fièvre typhoïde et les allergies de la peau. L'assainissement des lieux et la protection contre les moustiques sont essentiels pour prévenir ces maladies, estiment les médecins. Dr Nouhoum Kone, médecin généraliste. Pendant l'hivernage, très généralement, nous rencontrons des maladies telles que le palu et souvent la fièvre typhoïde et l'allergie de l'eau. Parce que c'est ce qu'on appelle fréquemment les dermatoses. Voilà, c'est des maladies de la peau. Souvent, il y a d'autres qui sont allergiques à les eaux usées. Donc, et ces eaux usées-là, très généralement, c'est pendant l'hivernage qu'on a ça. Très généralement, le palu est causé par les moustiques et surtout les anophèles femelles, les moustiques femelles. D'abord, pendant l'hivernage, il y a les eaux usées qui coulent beaucoup et en fonction de ça, il y a aussi trop de moustiques. Les piqûres de ces moustiques-là nous amènent du palu.
ce qui concerne les dermatoses. Et il y a des personnes qui sont très allergiques pendant l'hivernage. Et ces allergies-là peuvent causer des démangeaisons, etc. Pour le palu, nous recommandons à la population vraiment de faire les carnivaux dans tous les quartiers et aussi d'enlever les saletés devant les portes, la salubrité surtout, parce que très généralement le palu est causé par la salubrité de la zone. Donc il nous faut au moins être très propre et faire la propriété du quartier, des maisons et dormir sous les moustiquaires imprégnés afin d'éviter d'être piqué par les moustiques, surtout l'anophèle femelle. La Chambre du commerce de Foujoin au Mali a effectué hier un don au centre d'accueil des placements familiales communément appelé pouponnière. L'événement se situait dans le cadre de la commémoration de la journée de l'enfant célébrée le 16 juin de chaque année. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de l'amitié malichine de la pouponnière, présidée par Madame la ministre en charge de l'enfant, Madame Djara Djeneba Sanogo. Abdoulaye Souleymane Togo pour le reportage. La remise de ces dons au centre d'accueil et de placement familial par la Chambre de commerce Fouzien au Mali vise à améliorer les conditions de vie des enfants abandonnés, des enfants de mères atteintes de maladies mentales et celles des enfants en situation de handicap. Le représentant de l'ambassadeur de la Chine a, dans son intervention, fait le point sur la coopération entre la Chine et le Mali. La Chine et le Mali entretiennent une amitié profonde et un partenariat stratégique, collaborent étroitement dans de nombreux domaines clés pour le développement du Mali et le bien-être de son peuple, surtout pour le bien-être de ses enfants. Au niveau officiel, l'ambassade de Chine soutient chaque année la construction de 2 ou 3 écoles au Mali, que ce soit dans la capitale Bamako ou dans les régions les plus reculées comme Gao et Tombouctou, où l'accès à l'éducation reste un défi. Nous continuons d'œuvrer pour améliorer les conditions d'apprentissage et pour permettre à un plus grand nombre d'enfants maliens d'accéder à une éducation de qualité qui est le moteur du développement de la nation et un investissement pour l'avenir de tous. En prenant la parole, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mme Djara Djeneba Sanogo, a rappelé la mission du centre d'accueil et de placement familial, autrement dit la pouponnière. Elle a exprimé ses sincères remerciements à l'endroit de la Chambre de commerce du Fouzien au Mali. Que la généreuse donatrice, en l'occurrence la présidente de la Chambre de commerce de Fouzien au Mali, ses partenaires et l'ensemble du peuple chinois prouve ici ma profonde gratitude. Le CAPF est un service public à caractère social. Il est rattaché à la Direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille depuis 1999. Il a pour mission l'accueil, l'entretien, l'éducation et le placement jusqu'à l'âge de 5 ans des enfants abandonnés ou de parents inconnus, des orphelins sans soutien, des enfants de mères malades mentales. Le directeur de la pouponnière, Amadou Damele, pour sa part, s'est réjoui du geste de la Chambre du commerce du Fouzien et a appelé les personnes de bonne volonté à faire de même pour le bien-être de ses enfants. Nous sommes très heureux. Au regard des difficultés de la pouponnière, nous ne pouvons qu'apprécier ces dons de la part de nos amis chinois. Nous les en remercions sincèrement. Le don comprend 44 plaques solaires de double face, 3 batteries avec les accessoires, 50 sacs de riz de 50 kg, du lait et de la nourriture pour bébés, précisément du cérélac, des produits dont nous avions besoin à la pouponnière. Cela va réduire nos soucis, y égard surtout aux coupures d'électricité. Nous saisissons l'occasion pour inviter toutes les bonnes volontés à suivre l'exemple de nos amis chinois pour le bonheur et le bien-être de ces enfants qui n'ont pas souhaité être là où ils sont. La cérémonie a pris fin par une visite dans les dortoirs des enfants les tout petits. Elle se situait dans le cadre de la commémoration de la journée de l'enfant célébrée le 16 juin. Le thème retenu de cette année pour la célébration de l'enfant africain était planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. À la date du 9 juin 2025, la pouponnière abrite 109 pensionnaires, 45 garçons et 64 filles abandonnées. 57 enfants en situation de handicap, dont 30 garçons et 27 filles. Les mariages consanguins, une union entre proches parents, cousins, cousines, oncles, nièces, les tantes et neveux, ces mariages peuvent prendre différentes formes et susciter diverses perceptions. Leurs conséquences peuvent être fâcheuses pour les couples concernés, entraînant des maladies héréditaires graves. C'est le dossier de la rédaction, un dossier signé Kumba Boré. Les mariages consanguins Balimayafuru en Bamanankan est courant dans certaines ethnies au Mali, notamment chez les Sarakolé,
les peuls et les oreilles. Aboubakar Traoré et son épouse Mariam sont peuls. Ils habitent au Badjalandé du district de Bamako, sont mariés depuis plus de 16 ans. De cette union sont nés 6 enfants. Aboubakar Traoré nous explique les conditions dans lesquelles leur union a eu lieu. Elles sont papa et moi maman sont des cousins et cousines. Mais avant de m'engager, j'en ai parlé à mes sœurs qui ont aussi fait le même constat que moi. Je dis vraiment que, en tout cas, on pouvait faire les premiers pas. Et automatiquement, on en a parlé au chef Kelendjan, qui est mon oncle. Il m'a dit, mais ça c'est mon devoir. Si j'ai dans la famille, tu as trouvé une fille que tu adores, moi c'est mon objectif. Tout comme son époux, Mariam s'est dit satisfaite. Il est toujours à mes côtés. Tout ce que je lui demande, vraiment, il fait un effort pour me rendre heureuse, quoi. Les mariages entre consanguins sont souvent célébrés pour préserver l'héritage familial et culturel. C'est ce qui nous dit Issa Konaté, sociologue. Lorsque un cousin et une cousine contractent un mariage, les parents le font pour raffermir davantage les liens. Et il y a certaines ethnies au Mali qui sont assez regardantes sur cette forme de mariage-là. Ça permet de garder la fortune à l'intérieur de la famille. Les mariages consanguins sont souvent célébrés, souvent dans le souci d'amoindrir les dépenses des mariages. C'est ce qui nous explique Karamoko Diara, chef de famille à Amdalay, en commune 4 du district de Bamako. Depuis le temps des aïeuls, ça a existé. Parce que tu ne pouvais pas trouver de femmes ailleurs, de filles à marier. Au lieu d'aller chercher ailleurs, tu es à côté de toi. Peut-être pour faciliter, pour éviter les dépenses. Parce que quand on fait un mariage en famille, on dépense moins. Parce qu'on va vous dire ailleurs, bon, on va envoyer 10 bœufs si vous n'avez pas les moyens. Les mariages consanguins ne font pas toujours le bonheur des uns et des autres au sein du couple. Certains n'approuvent pas ce genre d'union, surtout quand ça ne fait pas leur bonheur. C'est le cas de Jelika Diara que nous avons rencontré à Amdalaï. J'ai accepté de me marier avec mon cousin, c'est pour faire plaisir à mes parents. Parce que chez nous, nos parents nous forcent à se marier avec nos cousins. Et aujourd'hui, je regrette amèrement ce choix. Mon mari ne me respecte pas. Il sort quand il veut, il rentre jusqu'au petit matin. Et franchement dit, je suis fatiguée de cette situation. Les mariages consanguins sont souvent encouragés par les guides religieux musulmans. Karamogo Baini, qui est imam au Point G, nous donne plus de précisions à ce sujet. Le mariage en famille, alors, c'est bel et bien conseillé par la religion. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui est notre modèle, c'est lui-même qui est l'un des initiateurs des mariages en famille. Il a donné sa fille Fatima à Ali. Ali qui était son cousin et ça marche. Les mariages entre cousins et cousines, oncles et nièces, tantes et neveux peuvent entraîner des maladies génétiques comme la drépanocytose, la malformation, entre autres. Si le mariage entre cousins et cousines reste une pratique valorisée socialement pour renforcer les liens familiaux, les futurs couples sont aujourd'hui invités à effectuer un bilan prénuptial, une manière de concilier tradition et santé. Au Mali, nombreux sont les jeunes qui s'intéressent de plus en plus à la vie associative, tant à Bamako que dans certaines capitales régionales. Dans les organisations à but lucratif ou pas, les jeunes sont en tête d'affiche. D'où vient l'engouement? Quelles en sont les motivations et les éventuels avantages du phénomène? Amadou Sadio Kamara nous livre le résultat de ses recherches. La séance est donc levée. À Badalabougou, dans un lycée privé, les jeunes sont réunis. Ils sont une bonne quinzaine à prendre part à la rencontre de l'organisation qui leur est commune, à savoir la Jeune Chambre Internationale. Sur place, on discute de l'adoption d'un futur projet dénommé Angel Smile. En français, Sourire aux anges. Yaouya Touré, directrice du projet, affirme que l'objectif est de donner le sourire aux enfants, mais pas que. Qui en sont dans le besoin. La réalisation du projet, c'est en mois d'août, donc un mois. Angel Smile signifie beaucoup pour moi, côté personnel et côté organisation aussi. Parce que même en dehors des organisations, j'aime vraiment donner la joie à ces enfants-ci qui n'ont pas de parents ni rien. Le projet aura certainement besoin de financement. Bien sûr. Et le côté financement, ça se passera comment? Ça se passera de plusieurs manières. Il y aura des partenaires. Nous allons déposer des lettres d'audience, de partenariat et tout.
Maintenant, nous-mêmes, nous les membres de la Jeune Chambre internationale, nous allons aussi contribuer, mais volontairement, je précise. Les 4 raisons pour lesquelles la JCI adhère aux procédures parlementaires. La protection de la minorité, le droit de se faire entendre, la décision de la majorité. Restons dans le même quartier, à côté du fleuve. Autre endroit, autres circonstances. Deux jeunes sont en pleine révision pour un test. C'est dans le but d'adhérer à une organisation pour laquelle ils ont passé des mois en phase d'observation. À leur sortie, visage d'incertitude. Pourquoi ces tests? Réponse de certains participants. Durant ma jeunesse, j'ai toujours cru que j'ai perdu trop de temps en n'étant pas intégré dans des associations jeunes qui œuvrent réellement pour le développement communautaire. C'est pourquoi j'ai choisi d'intégrer la Jeune Chambre internationale, car je trouve que cette association incarne vraiment toutes les valeurs d'un bon citoyen. Alors, je veux intégrer la JCI d'abord pour mon développement personnel. Je pense que la JCI même, c'est une école de formation. Donc à travers cette école, je vais apprendre beaucoup et créer des réseaux. On vient d'ici, ils ne savent pas qu'on est des loups-ci. Parce qu'on est invincible. Non, non, on n'a pas peur de l'échec, non. On n'a qu'à tomber 10 fois, on va se lever 11 fois. On est des samouraïs, on est des... Pour faire des réseautages, oui, mais aussi se construire une carrière. Voici là une des raisons pour lesquelles les jeunes prennent d'assaut les associations ou les organisations. C'est le cas d'Ibrahima Koni qui affiche aujourd'hui une belle carrière malgré son jeune âge. Actuellement, je suis vice-président exécutif de la Jeune Chambre internationale universitaire Bamako, président 2026 d'office. Comme je l'avais dit, je fais partie de plusieurs organisations. Hormis la Jeune Chambre, je suis secrétaire administratif du bureau de coordination nationale des clubs UNESCO du Mali, père fondateur et président du Rassemblement pour aider les étudiants du Mali, membre également du réseau Jeunesse et Climat francophone, etc. Bon vent à ces nombreux jeunes qui ont compris qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Nous on compte pas sur maman. Tous les jours nous on crie graille pour avoir notre craya. Dédicace à tous mes nyamboro, tous mes jassaman, à tous mes potos. Big up à tous mes gars du ghetto, mes mogos de Coco Rico. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. À Bamako, dans beaucoup de localités, les briques s'entassent. Les maçons avec leurs truelles sont presque en chômage. Pour cause, le sac de ciment est rare sur le marché. Le prix du ciment flambe et les chantiers ralentissent. Notre reporter Abila Kone fait le point. Nous sommes sur les chantiers d'un immeuble en construction à Nyamakoro. Les ouvriers tuent le temps à l'ombre d'un mur inachevé. Les sacs de ciment font défaut. Les prix ont grimpé jusqu'à 130 000 francs CFA la tonne, contre 105 000 francs il y a quelques jours. Pour les maçons comme Moussa Koulibaly, cette augmentation émane des grossistes. Les stocks de ciment ne peuvent être manqués au Mali. C'est de la faute aux grossistes, car ce sont eux qui décident sciemment de faire monter les prix en refusant de vendre les sacs de ciment à certains moments de l'année. C'est au moment de l'hivernage que la demande de ciment monte considérablement. Ils en profitent de ce fait pour faire monter les prix afin de faire beaucoup de bénéfices. Chez les revendeurs, à l'image de Sekou Karambe, la situation n'est pas plus simple. Entre hausse des prix, hivernage et méfiance des clients, on ne sait plus sur quel pied danser pour sauvegarder ses intérêts. Lorsque le prix du ciment grimpe, c'est nous les vendeurs qui récoltons les pots cassés, car nous n'arrivons plus à vendre comme il faut, parce que les clients préfèrent aller chercher le moins cher, ce qui constitue un manque à gagner pour nous. De ce fait, nous sommes obligés de licencier nos employés pour faute de déficit budgétaire. Certains clients fuient carrément comme si tu leur jetais des bombes en disant tout simplement les prix actuels du ciment. Nous subissons toutes sortes de dommages. Pour comprendre cette flambée des prix, nous avons rencontré l'économiste Ousmane Maïga, spécialisé en logistique et commerce. Il évoque les décalages entre l'offre et la demande. Comme nous le disons en théorie économique, pour un bien typique, lorsque le prix augmente, il va de soi que la demande diminue. Mais il faudrait comprendre aussi que
la diminution de la demande du ciment peut avoir un impact sur tout le secteur de production. La diminution de la demande peut entraîner également une diminution de la production au niveau de ces entreprises qui produisent les biens et des services destinés à la consommation. Toute diminution, disons, de production entraîne une réduction de la main-d'œuvre, naturellement le chômage. Donc, on peut dire que cette augmentation du prix des ciments à long terme ne va pas concerner uniquement le domaine des BTP, mais ces effets peuvent se répercuter sur tous les secteurs de l'économie. À Bamako, les divers chantiers attendent d'être approvisionnés en ciment. Les maçons s'impatientent et les ouvriers sont à la limite du découragement. En attendant des mesures concrètes, c'est tout un secteur qui est bloqué pour faute de ciment. Après la tabaski, la gestion des peaux des moutons immolés reste l'une des équations non résolues. Ces peaux sont pour la plupart jetées dans les rues et les caniveaux, le pays ne disposant pas d'unités de transformation ou de sociétés d'exploitation suffisantes pour leur traitement intégral. La situation impacte négativement l'environnement et provoque des maladies. C'est le sujet du magazine réalisé par Soumaïla Issa Meiga. Il est très difficile de passer dans certaines rues de Bamako le lendemain de la fête de Tabaski sans inhaler des odeurs nauséabondes provenant généralement des caniveaux. Pour cause, les excréments et peaux d'animaux qui y traînent. Les citoyens de Bamako en témoignent. Les gens sont très paresseux. Les peaux d'animaux sont jetées dans les rues, souvent entassées. Ça provoque des mouches, des odeurs nauséabondes. Ça dépend de l'opinion et de l'idée de chacun, quoi. Nous, ici, on donne ça aux gens. Il y a des gens qui ont besoin de ça, surtout pour les forgerons. Des environnementalistes expliquent que ces peaux de moutons, de chèvres et de vaches peuvent avoir des impacts environnementaux non négligeables. Gaussou Berté, expert en environnement, énumère certaines de ces conséquences néfastes. La pollution de l'air momentanée par rapport à ça. Ça entraîne des désagréments au niveau de la vie aquatique. Et ce sont ces mêmes problèmes lorsque les poissons et autres utilisent. On va les capturer et ensuite on va les consommer au niveau de la population. En plus de l'environnement, ces peaux d'animaux abandonnés à travers la ville comportent des risques élevés pour la santé. Boubacar Sissé, médecin généraliste, revient sur quelques-uns. Ces décès animaux peuvent entraîner des problèmes respiratoires, des gastro-entérites, des conjonctivites et d'autres infections. Le deuxième risque, c'est surtout la propagation des maladies. Quand il y a ces décès animaux, il y a des animaux errants tels que les chiens, les chats, les rongeurs, les mousses qui peuvent se nourrir de ces déchets et devenir des vecteurs de maladies, propageant ainsi les infections à d'autres animaux et à l'homme surtout. La fête de Tabaski était une aubaine pour les tanneries qui récupéraient les peaux de bétail. Aujourd'hui, 5 de ces 6 usines sont actuellement à l'arrêt. L'industrie malienne des tanneries IMAT SA est l'une des rares présentement opérationnelles dans le pays. Al-Moubachar Haïdara est le chargé du personnel à l'IMAT SA. Il avance quelques raisons qui seraient à l'origine de la fermeture des tanneries. Les pays dans lesquels nous exportons les peaux, qui sont l'Italie, la Chine, l'Inde, un peu les États-Unis, tous ces pays-là ont été frappés par le Covid. Et toutes les usines sont pratiquement fermées. Et à la date d'aujourd'hui, presque elles restent toujours fermées. Comme les peaux que nous recevons tannées doivent être exportées, mais depuis le Covid jusqu'à la date d'aujourd'hui, les usines sont fermées parce qu'il y a la mévente. Docteur en géographie de l'environnement, Adama Sambou Sissoko propose le recyclage de ces peaux d'animaux, une activité qui pourrait contribuer à l'activité économique. Quant aux déchets issus de l'abattage des béliers, qu'il s'agisse des cornes, de la peau, des sabots, ainsi de suite, ce sont des matières premières pour en faire les engrais organiques, le compost, les objets d'ornement pour les femmes. Il faut noter que le Mali comptait en 2022 plus de 22 millions de têtes de moutons et plus de 30 millions de chèvres selon les données de l'industrie nationale des statistiques. Quelques brèves dans ce journal. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, au palais présidentiel de Koulouba. Ce dernier était porteur de message du président de la République angolaise, João Lourenço, qui est également président en exercice de l'Union africaine. À l'issue de l'audience, l'émissaire angolais a fait savoir que l'objectif commun au Mali et à l'Angola est de voir comment, d'une manière collective, conduire le développement du Sahel en luttant contre le terrorisme sur le continent africain.
Le centre hospitalier universitaire de Kati est désormais équipé d'environ 850 panneaux solaires pour une capacité d'1 mégawatt. Cet acte s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La cérémonie était présidée par le conseiller spécial du chef de la transition. Le président gabonais Brice Clotaire a inauguré une station de pompage à Libreville pouvant approvisionner près de 120 000 habitants. Cette infrastructure d'eau potable a été financée par la Banque africaine de développement pour un montant de plus de 77 milliards de francs CFA. Le sport. Sport football, la saison 2024-2025 est achevée. Elle a vu le couronnement des stades maliens de Bamako. Les Bleus et Blancs sont donc les premiers champions de la première édition du championnat professionnel. La Ligue 1 Orange. Moussa Diarra revient sur ce championnat. La professionnalisation de notre championnat était une exigence de la FIFA et de la CAF. Vu sur cet angle, le championnat offre de nombreux enseignements sur les défis et opportunités du développement du football dans notre pays. 14 équipes étaient engagées et au final, la victoire du stade malien de Bamako qui a empoché un chèque de 30 millions de francs CFA. La professionnalisation du championnat malien était devenue une nécessité. Sans cela, les clubs maliens risquent d'être exclus des compétitions africaines, mettant en péril la représentation du pays sur la scène continentale. La réforme imposée par les instances internationales s'inscrit dans une démarche continentale. Des pays voisins comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée avaient déjà franchi les pas. Pour se conformer à la décision de la FIFA et de la CAF, la Fédération malienne de football avait mis en place la commission ad hoc du football professionnel. Une formation intensive sur le système d'octroi de la licence professionnelle CAF a été organisée pour les responsables des 14 équipes participantes. Malgré les efforts déployés, plusieurs observateurs estiment que beaucoup reste à faire. Cette perception s'explique par le fait que tous les critères du cahier des charges ne sont pas encore pleinement respectés. Suleiman Bobo Tunkara, journaliste sportif au journal national L'Essor, remarque un débit mitigé mais une amélioration par la suite. Le début a été très compliqué. Cela se comprend parce que, comme vous l'avez dit, c'était la première édition. Quand on regarde par exemple les premiers matchs du championnat, le programme des premiers matchs du championnat, on s'aperçoit que certaines équipes ont accusé jusqu'à 5-6 matchs de retard. Pendant que d'autres étaient à la 6e journée, certaines équipes, notamment le Djoliba et le Stade, n'avaient pas encore disputé 2 journées du championnat. Donc le débat a été très laborieux, mais par la suite, la fédération a réussi, notamment à travers la commission d'organisation, a réussi à rattraper ces retards-là. Cette première saison professionnelle s'est achevée avec le sacre du Stade malien de Bamako, champion avec 60 points, suivi du Djoliba Athletic Club et de l'USFAS. Cette réussite sportive démontre que la transition était techniquement réalisable malgré les contraintes initiales. Voici à ces propos les précisions de Moussa Sylvain Diakité, vice-président de la Fédération malienne de football. Et sans incident ni rien, comme je vous ai dit, bravo. Maintenant, tout autre humain, c'est normal qu'il y a des petites difficultés, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose de grave ou qu'on doit souligner. Pour moi, la fête a été belle, la saison a été pleine et ça a été joué à fond. Et bravo et félicitations pour tout le monde. Selon plusieurs observateurs de football de notre pays, cette première saison professionnelle du championnat national constitue une étape historique positive. Elle démontre la faisabilité du professionnalisme, mais elle relève des défis considérables à surmonter. Les mêmes observateurs estiment que si les aspects organisationnels et sportifs ont été globalement maîtrisés, les contraintes financières et structurelles nécessitent une approche plus globale impliquant l'État, le secteur privé et les instances dirigeantes de notre football.
C'est tout pour cette deuxième édition de la sortie pédagogique de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, spécialité radio. Présentation, Djeneba Diallo, supervision, Baba Djourté et Tchouna Machekone, mise en onde Idrissa Kanté. Merci aux auditeurs de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 15h. C'était le journal de la sortie pédagogique de la 6e promotion, spécialité radio de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication.